Bonjour, je suis Véronique Pelon, chef de service du CESAD Réseau 10 depuis septembre 2018. Tout le monde peut-il être 10 ? Ça peut être des facteurs génétiques. Après, comme tout handicap, il se développe ou pas. Cela persiste-t-il forcément à l'âge adulte ? Oui, même si la dyslexie, dyspraxie, dysorthographie, tous les multidys peuvent être rééduqués, ils ne disparaissent pas, elles peuvent être atténuées, mais c'est un handicap, donc ça ne disparaît pas à l'âge adulte. Okay. Quelles sont les conséquences ? Pour ceux qui sont multidys de façon très importante, c'est des difficultés scolaires. Ça peut être des problèmes au niveau mathématique, au niveau de l'écriture, pour tout ce qui est repérage, les repérages dans l'espace, donc des difficultés à se déplacer, la lecture qui peut être difficile, la compréhension. Tout dépend de l'importance du trouble. Orthophonie pour tout ce qui est écrit, mais aussi une orthophonie spécialisée en logicomate qui permet de rééduquer une partie du cerveau sur tout ce qui est problème de dyscalculie. D'accord, moi je connaissais pas ça. Donc quelles peuvent être les solutions ? Pour le CESAD a été créé par le docteur Habib. Les solutions sont multiples. Vous avez tout d'abord le CESAD, nous on met en place une ergothérapeute qui permet à l'enfant qui a des difficultés d'écriture ou de rapidité à pouvoir frapper sur l'ordinateur, avoir des solutions techniques pour aller plus vite. Un ordinateur qui est donné par la MDPH, par recommandation, pas celui du Conseil général, parce qu'il n'accepte pas tous les logiciels. Il y a aussi une psychologue qui peut aider, il y a une psychomote, une neurologue qui est là aussi pour faire des bilans, mais pas que ça, aussi pour éduquer et rééduquer. Et il y a aussi tout ce qui est partie éducatif, donc nous avons, c'est ça, une éducatrice spécialisée, et une enseignante spécialisée qui est mise à disposition par l'Éducation nationale. Comment peut-on aider une personne concernée par ces troubles ? C'est vaste. D'avoir une grande ouverture d'esprit et énormément de tolérance. Selon vous, quelle est la procédure à appliquer pour détecter ces troubles de façon précoce ? On parle d'idéal, ce serait non pas d'imposer un dépistage parce qu'on ne peut pas imposer à tout le monde de savoir en reconnaissance sur son handicap, mais de former les enseignants. Un dernier mot, moi je m'adresserai plus aux enfants. Il faut qu'ils tiennent bon, c'est difficile la dyslexie, quelle qu'il soit. Je peux parler de dyslexie, je suis une dyslexique. C'est difficile mais pas impossible. Et après, c'est aussi d'avoir nous-mêmes une propre ouverture d'esprit. Je dirais que les 10 ont un avantage qui est méconnu. C'est que vous avez des capacités surhumaines à transformer les choses de façon à nous soulager. Donc, je dirais que après, ça dépend du type du handicap, mais je dirais que la dyslexie permet cette ouverture d'esprit et d'adaptation sur la vie future. Et une grande tolérance. Pensez-vous que l'on puisse créer un outil de dépistage automatique des troubles 10 ? Non. Même moi. Ce serait bien, mais... Oui, c'est sûr. Tous les troubles sont totalement différents sur les personnes, donc ça veut dire... Il y a différents niveaux aussi. Il y a plusieurs niveaux, il y a plusieurs difficultés, il y a des handicaps associés. À moins d'un génie, je ne vois pas comment on pourrait trouver la solution. Oui, c'est ça. Du coup, une dernière question. Comment fonctionne une AVS ? Elles sont mises à disposition par la MDPH, souvent, dans les écoles. Les enfants, selon leur type de handicap, de plus en plus rarement peuvent avoir une AVS qui s'appelle maintenant AESH, à disposition. Donc c'est la MDPH qui décrète s'il faut 10, 15, 20 heures ou plus. C'est revu tous les ans en fonction du GEVASCO qui est fait par l'Éducation nationale. Et comment elles fonctionnent, elles sont peu formées, malheureusement. Elles ont pour certaines des capacités très importantes et elles s'adaptent très très bien. Je suis Stéphanie Scala, je suis éducatrice spécialisée au CESAD Réseau 10 depuis bientôt un an que j'ai pris mon poste, et sinon je suis éducatrice spécialisée depuis 10 ans. Alors, qu'est-ce que Format 10 ? En quoi peut-elle être utile et pour qui ? Alors, Format 10, ça permet
de proposer des formations en lien avec tout ce qui touche de près ou de loin au trouble des apprentissages. L'intérêt pour nous, personnels du CESAD, c'est qu'on peut avoir accès à ces formations de manière gratuite. On peut participer à tous les temps de formation. Donc c'est ce qui est très intéressant parce que pour ma part, en tant qu'éducatrice spécialisée, je ne suis pas forcément spécialisée en arrivant ici dans les troubles 10. C'est plus, dans le spécialisé, on entend plus, je dirais, le fait d'être capable, en capacité de se former en fonction du poste dans lequel on sera recruté. Selon vous, comment reconnaît-on un enfant 10 ? Je ne fonctionne pas comme les enfants ordinaires, je dirais. Tout le monde peut-il être 10 ? Eh ben non. Non, ça, bon, d'après les neurosciences, toujours, c'est de naissance déjà, voilà. C'est des connexions au niveau du cerveau qui sont pas développées de manière typique. C'est des enfants qui ont des cerveaux atypiques, donc qui fonctionnent de manière différente. Et donc tout le monde ne peut pas l'être, on ne sait pas vraiment encore d'où ça vient. Il y a quelques pistes de réflexion, mais il n'y a encore rien de... Cela persiste-t-il forcément à l'âge adulte ? Oui, quand on est 10, c'est pour la vie. Quelles peuvent être les solutions ? Et de la rééducation, l'orthophonie, la psychomotricité aussi pour le geste, l'ergothérapie pour les compensations justement en utilisant l'ordinateur plutôt que l'écriture. Car c'est des enfants qui ont une grande fatigabilité, qui ont du mal à être dans la double tâche. C'est-à-dire écouter et retranscrire en même temps, c'est très très compliqué, ça leur demande énormément d'énergie, énormément de temps. Donc le fait de mettre en place un ordinateur, d'automatiser la frappe à l'ordinateur, ça leur permet de réduire cette double tâche et de suivre en même temps que les autres. Quelles sont les aides de l'État en matière de prévention ? Eh bien, je n'en connais pas. Comment peut-on aider une personne concernée par ces troubles ? C'est que pour être 10, pour avoir un diagnostic 10, ces enfants qui ont un QI, donc une intelligence ordinaire, ils sont pas en état de déficience. Donc c'est une intelligence ordinaire, voire même supérieure pour certains. On a beaucoup de haut potentiel. En les réassurant là-dessus, en leur disant que c'est pas parce qu'ils sont moins agiles, qu'ils ont plus de difficultés à lire ou à écrire qu'ils sont bêtes. Et souvent, l'école ou les camarades peuvent être maltraitants dans ce sens-là, en disant « mais t'écris, t'as vu, ça ressemble à rien ». Et ils ont souvent une mauvaise estime d'eux-mêmes. Et moi, c'est surtout mon rôle, c'est de travailler à ça, à l'acceptation du handicap, que l'enfant puisse se dire qu'il a tout à fait sa place à l'école et qu'il peut aussi faire des études supérieures grâce à d'autres moyens de compensation et qu'il n'est pas plus bête qu'un autre. Selon vous, quelle est la procédure à appliquer pour détecter ces troubles de façon précoce ? Alors, ce serait vraiment de sensibiliser les enseignants. Serait-il possible de mettre en place un examen obligatoire et gratuit dans les écoles ? Je veux dire, il y a autant de 10 que d'êtres humains 10. Enfin, les manifestations, elles peuvent être très très différentes en fonction des enfants. Et en plus, on travaille avec des multi-10. Donc, il y a certains tests qu'on ne peut pas faire passer parce qu'ils seraient faussés. Étant donné que, par exemple, un enfant, si on lui fait lire un texte et qu'il est dyslexique, il va mal le lire, mal le comprendre, et il ne pourra pas répondre aux questions. On va dire, il n'a rien compris. Non, il ne peut pas comprendre. Donc, un autre va très bien lire le texte, mais aura du mal à répondre aux questions parce qu'il est dyslexique. Donc un test standardisé, à mon avis, c'est compliqué. Oui. Serait-il utile de créer une plaquette informative destinée aux enseignants, aux professionnels de santé ? Ça, c'est toujours intéressant. Ça peut toujours... Voilà. Nous, on a déjà fait une plaquette pour expliquer ce que faisait, à quoi servait le CESAD. Après, il y a déjà pas mal de choses quand même qui existent sur les troubles 10. On peut trouver assez facilement des informations, des renseignements. Il y a pas mal de livres aussi. Enfin, il y a vraiment il y a une littérature qui est assez conséquente sur le sujet. Je suis Lisa Rambazzo, l'ergothérapeute du CESAD Réseau 10. C'est des causes génétiques et familiales dans un premier temps. Et ensuite, les troubles apparaissent plus ou moins en fonction de l'environnement dans lequel on est et des moyens de compensation qu'on a pu mettre en place. Il y a des gens qui sont 10 et qui s'en rendent compte que très tard, ou jamais, et il y en a d'autres, on le sait dès le début. Les conséquences dans la vie de tous les jours, notamment pour les dyspraxiques, c'est-à-dire savoir faire ses lacets, du vélo, ne serait-ce que s'habiller. Tout ce qui est motricité. Tout ce qui touche à la motricité, ça va impacter sur le quotidien. Après, tout ce qui est dyslexie, dysorthographie, dyscalculie, même la dyspraxie au final, ça joue aussi sur tout ce qui est scolaire.
S'ils ont été diagnostiqués assez tôt, on va pouvoir rééduquer par la psychomotricité, de l'orthophonie, etc. De l'ergothérapie, pourquoi pas, même si on arrive plus souvent pour compenser que pour rééduquer, mais on peut aussi rééduquer. Et ensuite, une fois que la phase de rééducation arrive plus ou moins à sa fin et qu'il n'y a plus de progression, on passe à de la compensation. Donc là, le but, c'est un peu comme quelqu'un qui ne voit pas très bien, qui a une mauvaise vue, à qui on met des lunettes. Le but, c'est de trouver des outils pour les aider ou des techniques pour les aider à compenser les difficultés. Quand on donne l'information, pas tout le monde est apte à la recevoir, je dirais, ouvert du moins à la recevoir, à l'entendre, à mettre des choses en place. Pensez-vous que l'on puisse créer un outil de dépistage automatique des troubles 10 ? Donc, ou systématique, je dirais du pas coup. automatique, mais plutôt systématique. En tout cas, c'est possible. Alors, pas forcément de diagnostic, mais en tout cas de suspicion, on va dire, de faire un premier balayage qui permet de dire ah ben là, pour telle personne, il va falloir aller creuser peut-être un peu plus loin parce qu'il y a quand même des fragilités et il se pourrait que. Et ça a commencé à être mis en place par le docteur Habib. Alors, je peux pas dire trop de bêtises parce que je suis pas super au courant du truc. Je suis Myriam Guettard et je suis psychomotricienne au CESAD Réseau 10 pour tous les apprentissages, donc notamment la lecture, l'écriture, le calcul, l'expression, la communication. Ça peut avoir des répercussions au niveau social pour justement avoir des copains et pouvoir en fait s'exprimer et avoir confiance en soi aussi. Et si je devais dire quelque chose, je dirais bravo pour le combat, parce que ça ressemble un peu à un combat en fait. Bonjour. Donc, moi je suis le docteur Michel Hadib, je suis président de l'association Réseau 10, dont vous avez vu quelques-uns des membres, qui sont des professionnels de santé, qui ont en commun de s'occuper d'enfants qui ont des troubles d'apprentissage. Alors pourquoi je crée Réseau 10 ? Ça remonte des temps à 20 ans, je ne sais pas si je me souviendrai dans quel état d'esprit j'étais à cette époque-là. Oui, mais moi je suis un neurologue, c'est-à-dire que je m'occupe du cerveau. Et à l'époque, on ne parlait pas beaucoup du cerveau dans ces problèmes d'apprentissage. Et c'était une voie qui me semblait intéressante parce que nouvelle, originale. Il y avait très peu de mes confrères qui s'occupaient de ça, et donc j'ai décidé de m'engager dans cette voie-là. Et finalement, 20 ans après, j'ai l'impression d'avoir un peu servi à quelque chose. Oui. On pense toujours que former les professionnels et les enseignants à mieux comprendre ce que sont ces troubles, c'est très très bien. Et on a encore du retard là-dessus, on a encore du travail. Donc il y avait une justification d'avoir une structure qui soit spécialisée dans la formation sur les troubles d'apprentissage. C'est ce sur quoi nous avons travaillé depuis 3 ou 4 ans pour la formation de Forme 10. Donc maintenant on a 2 structures distinctes. Réseau 10, qui est un réseau de santé qui fait se réunir entre eux des professionnels, comme je vous l'ai dit, et Forme 10, qui est une structure de formation, les 2 travaillant bien sûr ensemble. Notre financement principal, il est de ce qu'on appelle l'Agence régionale de la santé, l'ARS, qui est la représentation au niveau de la région du ministère de la Santé. Dans chacune des grandes régions françaises, il y a une ARS, et l'ARS s'occupe de distribuer l'argent du ministère de la Santé à ceux qui en ont le plus besoin sur le territoire. 16 des 10 ? Oui, un lien fort, puisque moi-même je fais partie du comité scientifique de la Fédération française de 10. D'accord. On se réunit 3 à 4 fois par an à Paris pour parler des grandes orientations et des soucis que peuvent avoir les parents, puisque la Fédération française, c'est une fédération de parents, d'associations de parents, et qu'effectivement, nous on est très intéressés par savoir quelle est la nature des problèmes que rencontrent les familles, parce qu'on est là pour ça finalement. Selon vous, comment reconnaît-on un enfant 10 ? Alors, souvent c'est les enseignants qui nous posent cette question. Ils disent comment je peux faire dans ma classe pour reconnaître un enfant 10 ? C'est intéressant comme question, parce qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent découler de ça. Par exemple, le fait d'éviter un retard de diagnostic. Ça passe forcément à l'âge adulte. Alors parfois c'est subtil, c'est-à-dire qu'on ne va pas s'en apercevoir, mais la personne qui le vit, elle s'en aperçoit tout le temps, parce qu'elle sait que, à moins qu'elle n'ait pas encore réalisé ou qu'on ne lui ait jamais dit quel terme ça portait, mais elle sent forcément une différence.